Sur ce live. Bienvenue à vous. Je suis Émilie Garel. Je suis coach mieux-être, spécialisée notamment dans le comportement alimentaire et la relation au corps et la relation aux émotions. Et dans le cadre du challenge 365 jours de live, je vous retrouve donc quotidiennement pour échanger ensemble autour de la nourriture avec un grand N et le lien entre le corps et les émotions. Et la nourriture du corps, du coup, la nourriture du cœur, la nourriture de l'âme, la nourriture de l'esprit. Coucou Samara, bienvenue sur ce live, comment vas-tu ? Donc la nourriture avec un grand N, du corps, du cœur, de l'âme, de l'esprit. Et également comment se passe la relation à votre corps, à vos émotions et finalement quel est le lien, cette relation, quel impact ça a dans votre vie au quotidien, comment ça se traduit finalement dans votre vie quotidienne. Parce que souvent, on observe qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément hyper aligné, ou qu'avec la nourriture, c'est pas forcément top, ou que le poids, notre silhouette, c'est pas forcément l'idéal. Mais au final, ça reste en surface et on va pas forcément mettre des mots sur quelque chose qui est en fait plus profond et qui est notamment cette qualité de relation qu'on entretient avec soi-même, avec son corps, ou la manière dont on a de recevoir certaines émotions. Et la problématique en soi, c'est pas l'émotion en tant que telle, même si elle est désagréable, mais c'est qu'est-ce que va générer cette émotion chez nous en fait. Et notamment, quelle insécurité ça va provoquer et potentiellement m'amener du coup à compenser de quelque manière que ce soit par la nourriture ou par autre chose. Samara, trop drôle, je termine une discussion là-dessus avec une cliente et je vois que tu commences ton live avec ça. Génial, du coup, bienvenue encore plus. Alors, et effectivement, coucou Karine, bienvenue à toi aussi. Donc oui, Samara, écoute, voilà, c'est pour ça que j'ai mis un peu en tagline Your body is your new BFF. Ça aurait pu être Your new crush. Coucou Raphaël, bienvenue à toi aussi. Donc voilà, déjà, essayez d'aller voir un petit peu pourquoi j'ai mis ça, vous expliquer un peu pourquoi j'ai mis que voilà, notre corps devrait être notre première meilleure amie même. Notre crush, ce serait même pas assez, notre chérie, ce serait pas assez non plus. Voilà, c'est vraiment comment on place ça. Et donc aujourd'hui, je viens de vous spoiler, mais j'avais vraiment envie d'accueillir cette personne la plus importante de notre vie, cette entité, on va dire, c'est-à-dire notre corps. Et justement d'aller voir un peu plus en détail qu'est-ce qui se joue avec notre corps et comment on le considère en fait. Donc déjà, comment quelle place en fait vous donnez à votre corps au quotidien ? Quelle considération vous lui donnez ? Parce qu'effectivement, comme je disais, il y a nous, il y a nos BFF, nos amis, nos proches, nos crushs, notre conjoint, nos enfants. Il y a toujours une bonne raison, entre guillemets, bien sûr valable, mais voilà, mais concrètement, notre corps, cette entité assez extraordinaire, quand même, je vous en ai parlé dans les lives précédents par rapport aux signaux qu'il pouvait nous envoyer, aux signes, tout ce qu'on pouvait ressentir, les douleurs, les mots, etc. Et du coup, quelle place finalement vous lui accordez ? Et il y a cette fameuse phrase de Gandhi, que vous avez peut-être déjà entendue, qui reste classique, mais qui est très parlante. C'est vraiment « prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester ». Et je la trouve assez puissante et symbolique, cette phrase, parce qu'effectivement, si on ne prend pas conscience de l'importance de son corps, à un moment, il se rattrape à nous d'une manière ou d'une autre. Et au fil de la vie, forcément, plus on est jeune... à part évidemment pathologie ou autre, mais quand on est jeune, on se soucie pas de tout ça. Et puis c'est au fur et à mesure avec l'âge qu'on observe des petits mots, des petits choses, passer 30 ans, une nuit blanche, tout de suite on récupère beaucoup moins que 10 ans auparavant, voire c'est même plus envisageable. Donc on voit que le corps va aussi forcément avancer dans l'âge, mais aussi se manifester d'une manière ou d'une autre. Donc là, je voulais vraiment prendre ce temps pour
vous rappeler de simplement considérer votre corps en fait et répondre à ses besoins comme si c'était votre meilleur ami en fait. Et en faire du coup votre meilleur ami. Parce qu'une ou un meilleur ami, qu'est-ce qui se passe? Quand il est dans le besoin, généralement on est là pour lui et pour répondre à ce qu'il demande finalement. Et là j'avais envie de vous inviter à faire le parallèle avec le corps, c'est-à-dire pareil, simplement en fait, mais voilà, mon corps a besoin de quoi? Il est fatigué, je lui offre du repos. Il a faim, je lui offre de la nourriture. Il a besoin de rigoler, je vais me détendre, je vais regarder un truc qui me fait rire ou je vais appeler une personne que je sais que dès qu'elle va décrocher, je vais éclater de rire. Il a besoin justement de se nourrir d'autre chose, de peut-être justement stimuler intellectuellement, je vais peut-être lire un livre qui m'inspire, ou alors de m'évader et je vais aller lire un roman ou un truc futuriste. Et voilà, donc aller vraiment dans la réponse à la demande du corps. Elle est pas négligeable, cette demande en fait. C'est un peu un incontournable et s'il y a bien un deal que vous devez respecter, un engagement que vous devez respecter envers vous-même, c'est celui des besoins de votre corps. Et ça vraiment c'est incontournable parce que à partir du moment où on commence à négliger ce côté-là, généralement y a des choses après qui viennent où de toute façon on se sent pas aligné, ou ça joue sur l'humeur, ou voilà. Donc l'idée c'est vraiment d'aller un petit peu comme, je sais pas si vous vous souvenez, c'est génération 80, mais de ce petit objet qu'on avait qui était le Tamagotchi. Et en fait j'avais complètement zappé ce truc, je sais pas si ça vous parle, si vous vous souvenez, si vous en avez eu un peut-être même. Mais j'ai revu coucou Thierry. J'ai vu un film dernièrement là qui s'appelait Détox, je crois. Donc c'était vraiment sur la détox des écrans, des téléphones, et ces deux copines justement de BFF qui se suite à un événement un peu tragique, on va dire au niveau grand public, etc. Qui décident de passer un mois sans écran, sans téléphone portable, etc. Et c'est assez marrant parce que du coup, il y en a une à un moment qui, je vous spoil pas, mais qui est tellement désespérée, qui se retrouve avec un Tamagotchi. Et donc, je la revois, à savoir, il a faim, donc je vais le nourrir, il a besoin de dormir, il a besoin d'aller aux toilettes. Et je me souviens de ce petit objet qu'on avait tous qui était en mode care, je prends soin de quelqu'un finalement et je réponds à ses besoins. Et bon, ce qui était un petit peu extrême, si je le néglige, il meurt à la fin. Mais c'est pas finalement si extrême que ça, dans le sens où si je ne prends pas ma première responsabilité, qui est finalement de prendre soin de moi avant tout, effectivement, je vais pas forcément aller dans la direction pour me sentir bien, pour nourrir mon corps de la bonne manière, pour nourrir mon cœur de la bonne manière, pour nourrir mon esprit et ensuite mon âme de la bonne manière. Donc là, je vous le fais en approche holistique, mais c'est vraiment super important et... de vraiment se considérer, c'est pas de se dédoubler, la personnalité, mais c'est vraiment de prendre son corps comme une entité à part entière et du coup de vraiment, j'aime beaucoup ce mot en anglais, et c'est pas pour faire de l'anglicisme, mais ce mot care parce que ça définit bien cette notion de prendre soin de soi, mais dans le sens bienveillance, cocooning, respect et simplicité en fait. C'est moi en tout cas la définition que j'en fais. Et justement j'étais avec une de mes clientes ce matin et elle me partageait qu'elle se sentait bien et apaisée, et en fait c'était dû au fait que justement elle avait arrêté la lutte envers elle-même et surtout envers son corps, et que elle laissait l'auto-jugement, l'autocritique de côté, et qu'elle changeait de mode pour arriver à justement être beaucoup plus bienveillante avec elle-même, avec son corps et dans l'accueil de justement ce qu'elle pouvait vivre au quotidien. Et évidemment c'est un travail qu'on a fait, un cheminement qu'on a fait depuis plusieurs mois, mais en tout cas ça y est, elle a réussi à en prendre conscience. Coucou Nathalie, bienvenue. Et elle l'avait mentalement, on en avait parlé plusieurs fois, mais c'était pas encore intégré. Et elle a décidé elle-même, et là encore, je vous parlais de responsabilité,
moi, on peut en parler ensemble, je vous le dis, je vous invite à le faire, mais si c'est pas consciemment intégré à un moment, il se passera rien. Et là, en fait, il y a eu cette étape justement révélatrice où, ça y est, elle s'est dit, ok, de toute façon, me critiquer, rester dans l'insatisfaction éternelle, toujours vouloir être mieux, faire mieux, etc., en fait, ça me nourrit pas, ça me fait pas me sentir mieux. Donc pourquoi continuer à faire quelque chose qui finalement me donne les mêmes résultats, des mauvais résultats au final, je me sens pas bien. Donc l'idée c'était d'avoir ce switch et là elle se sent bien, elle se sent justement dans le respect, dans l'amour d'elle-même et elle est remontée en énergie de fait. Donc vraiment ça tient à une décision en fait envers soi-même. Donc je ne sais pas si ça vous parle, dites-moi un petit peu pour que je sache quel est votre rapport à votre corps, quelle place vous lui donnez, comment vous le considérez, est-ce que vous vous entendez parfois avoir des termes un petit peu jugeants ou est-ce qu'au contraire justement vous cultivez l'auto-bienveillance? Parce que souvent en plus c'est un discours qu'on a qu'envers nous-mêmes. Hein. On va rarement, voire jamais parler de la même manière à un proche, à un ou une amie, à nos enfants. Donc c'est vraiment quelque chose de très ambivalent parce que oui, ces moteurs, ça nous pousse à performer, à nous dépasser, mais en fait, il y a un moment où l'effet devient contre-productif et la motivation se transforme finalement en auto-sabotage. Je sais pas si vous avez une situation qui vous vient où justement vous avez ressenti ça, où vous vous êtes dit là non, là je suis allée trop loin et de mois à mois, non, faut que je calme un peu le jeu parce que sinon ça va pas le faire. Dites-moi un peu si ça fait écho, que je me sente moins seule et dites-moi si ça résonne. En tout cas, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ça me semble vraiment important de revenir à vous faire passer en premier, se mettre en priorité dans son bien-être en fait. Hein, et ce n'est pas honteux que d'être fatigué, que de vouloir ne rien faire. Ce n'est pas... si vous avez envie de manger quelque chose dans l'après-midi, c'est ok, c'est pas forcément du grignotage, c'est pas forcément interdit. Enfin voilà, vraiment, votre corps sait en fait. Il sait de A à Z, il sait depuis la nuit des temps, il sait depuis que l'humain est arrivé sur la Terre, il sait depuis que vous êtes enfant. C'est juste que certains conditionnements extérieurs, de l'éducation, etc. sont venus un petit peu modeler tout ça et peut-être parfois nous éloigner de justement « Coucou Aurélie !» nous éloigner justement de ce qui nous faisait vraiment du bien en fait hein, et de quoi notre corps avait besoin. Et je parle souvent des rythmes des repas par exemple. Bon bah souvent ça peut devenir lourd, on est conditionné, 3 repas par jour parce qu'on bosse, parce qu'on va déjeuner, etc. C'est ok si ça correspond à vous-même, mais rien ne vous empêche un midi de dire bah là j'ai pas faim, je vais faire un tour et c'est ok en fait. Hein, je suis pas obligée de suivre le mouvement si sur le moment ça résonne pas. Samara, merci pour ton commentaire, ça me parle, mais quand ça va bien, c'est compliqué quand l'émotionnel prend le dessus. Ouais, bah justement, c'est typiquement ça aussi que je travaille dans mes accompagnements et c'est le point qui est vraiment important comme tu le fais bien de souligner. C'est toute cette justement, j'aime pas le mot gestion émotionnelle, hein, vous savez si vous me suivez un petit peu depuis un moment, mais c'est... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne émotion. Les émotions, elles sont là, elles sont plus ou moins confortables à vivre, je suis d'accord, mais elles viennent indiquer quelque chose en fait. Là où ça peut devenir compliqué, c'est qu'est-ce que ça crée quand telle émotion arrive, par exemple la peur, et qu'est-ce que ça vient me faire ressentir derrière, au-delà de la peur en fait. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Bah, si ça me provoque une réaction émotionnelle du type bah, je vais manger ou je deviens agressive ou enfin peu importe mais une réaction, eh bien c'est lié à l'insécurité que j'ai quand je suis dans cette émotion en fait. Où ça vient me challenger en fait. Pourquoi je suis pas à l'aise d'avoir peur ? Parce que la peur c'est humain, on a tous peur, même par exemple parler en public, les plus grands orateurs, ils ont peur même s'ils paraissent hyper à l'aise, hyper confiants. Si vous allez gratter un peu ou si vous les voyez dans des interviews un peu plus intimes,
bah voilà, ils vont vous dire que oui, ils sont allés 30 fois aux toilettes avant. Donc il y a bien sûr ce phénomène qui se passe. Là où ça va changer, c'est quand justement l'insécurité d'être dans cette émotion va prendre le dessus et du coup créer un stress. Parce que finalement, c'est ça en fait. Hein. Comment je suis en réaction, bah, ça me crée un stress. C'est une situation. Et du coup, je vais essayer de gérer ce stress, cette insécurité autrement qu'en accueillant la peur elle-même. Donc le challenge, il est là. C'est vraiment de, ok, si je ressens cette émotion, soit je me laisse envahir par l'insécurité qu'elle me provoque, soit je l'accueille et je relativise et je prends du recul. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait en claquant des doigts, hein. Ça amène de la préparation, du coaching, accompagnement, etc. C'est ce que du coup aussi on fait en accompagnement, mais l'idée c'est vraiment d'aller justement voir comment je peux être plus à l'aise avec certaines émotions qui peuvent me challenger encore quand elles arrivent. Donc j'ai pris comme exemple la peur, mais ça peut être la colère, hein. Certaines personnes ne sont pas à l'aise avec la colère. Ça peut être des sentiments aussi, de la culpabilité, des choses comme ça. Et il y a des personnes qui sont très à l'aise avec la culpabilité. Quand je dis très à l'aise, c'est pas qu'elles prônent la culpabilité, mais c'est qu'elles savent prendre du recul par rapport à ça et dépolariser, en fait. Donc c'est pas juste pas bien de se sentir coupable. Il y a aussi certains bénéfices. Enfin voilà. Et l'idée, c'est d'aller un petit peu rééquilibrer les choses comme ça. Donc Samara, ce serait intéressant d'aller voir, quand tu dis l'émotionnel, finalement, quoi dans l'émotionnel, quelle émotion peut-être plus précisément, peut-être plus qu'une autre. Dis-moi si ça t'aide. Et tu trouves qu'il suffit peu de temps où l'émotionnel s'emballe. Voilà, donc ça aussi, à voir aussi au niveau sensibilité, degré de ressenti, parce qu'effectivement, les personnes hypersensibles, ultrasensibles, hein, comme je suis, on va avoir tendance à être du coup dans la réaction ou en tout cas dans le ressenti direct, j'ai envie de dire. C'est comme si en fait l'émotion elle arrive de toute façon, on la contrôle pas, hein, il n'y a pas de delta de temps, elle est là, elle arrive. Sauf qu'effectivement il va y avoir ce degré de profondeur et de ressenti qui va être, je trouve en tout cas, un paramètre supplémentaire à gérer. C'est-à-dire qu'en plus de devoir accueillir l'émotion, enfin d'accueillir l'émotion et de voir comment je me sens par rapport à elle, je dois gérer aussi en plus le paramètre intensité du ressenti de cette émotion. Je sais pas si je suis claire, mais pour moi c'est vraiment tout ce qui est ultra-sensibilité, etc. sur certains sujets aussi. Ça demande, à mon sens, 2 fois plus d'efforts, de ressources, d'énergie pour ne pas être dans le réactionnel tout de suite. Oui, ça me parle, le côté sécurité, TDAH, plus pour moi. Bon, voilà. Donc ça, typiquement, c'est un signe. Après, t'as pu mettre un nom dessus, tant mieux, à la limite. Et j'ai envie de dire, tant mieux ou pas, mais au moins tu y vois plus clair, mais tu sais de quoi ça vaut. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, parce que j'ai eu des clientes qui effectivement avaient ces diagnostics de TDAH ou du... Enfin voilà, et au final, elles n'avaient pas plus de réponses. Donc c'est là aussi où je mets une réserve. L'idée c'est ok, je sais, mais est-ce que finalement savoir, ça m'apporte plus de choses ou pas? Donc l'idée c'est comment finalement je traite le cœur de ça en fait. Comment je peux me sentir mieux avec effectivement mon hypermentalisation, je fais des liens partout, d'aller voir comment je rééquilibre tout ça. Et c'est possible au niveau physiologique d'ailleurs, ce qui n'est pas à négliger, ce qu'on ne sait pas toujours. Souvent on va dire c'est un problème de comportement ou ça implique certaines choses, mais au final des fois aussi c'est juste avec un petit rééquilibrage nutritionnel, même micronutritionnel. Typiquement parce qu'on va avoir des consommations du coup en termes de tout ce qui est minéraux, magnésium, etc. un peu plus importantes que la moyenne, donc il faut juste le savoir et donc se supplémenter peut-être plus régulièrement ou en tout cas de manière assez précise pour justement rééquilibrer au niveau neurologique, équilibre neuronal, etc. Enfin voilà, top si c'est très clair pour toi. Donc après là, c'est un autre débat, une autre discussion, mais c'est tout aussi complémentaire à mon sens. Et souvent, on va se faire une montagne d'un trait de caractère, de comportement, parce que c'est une partie de nous. Le voir aussi, je trouve quand même comme stigmatisant, parce que justement, ça nous colle une étiquette et tout de suite, ça y est, on est TDAH, ou on est zèbre, ou on est ultra sensible. Ouais, enfin, ok.
d'accord, mais on n'est pas que ça, c'est une partie de nous et c'est pas pour autant qu'elle doit nous définir à 100%. Et c'est pas pour autant parce que c'est diagnostiqué que s'il y a rien de prouvé à faire, au final, il y a vraiment rien à faire. Donc, ouais, savoir déculpabiliser et permettre de se mettre en mouvement positivement, je trouve exactement, vraiment, c'est là encore d'accepter, d'accueillir et finalement de trouver son meilleur mode d'emploi, j'ai envie de dire, sa meilleure manière de vivre et d'être, mais pour soi, parce que là encore, il n'y a que vous qui savez. Donc moi, je suis pas forcément partisane, tout comme la nourriture, hein, des papiers tout faits, des formats A4. Hop, tenez, je vous ai sorti ça et débrouillez-vous. Ça va être vraiment du sur-mesure et c'est ça la magie de l'accompagnement, c'est que moi, je vous dis pas quoi faire parce que j'ai pas la prétention d'avoir la science infuse. Ce qu'on fait ensemble, c'est que je vous amène justement à trouver ce qui est le meilleur cheminement pour vous en fait. Les meilleurs petits tips, les meilleures astuces que vous pouvez mettre en pratique, ce qui est à votre portée, ce qui vous fait du bien. Et autant il y a autant de manières de manger que de personnes, mais qu'il y a autant du coup de manières de faire que de personnes. Et même dans un groupe similaire, il n'y a pas une personne qui va faire de la même manière qu'une autre. Et même chez les jumeaux, les jumelles non plus. Donc vous voyez, c'est vraiment pour... arrêter de... Enfin, pas arrêter parce qu'on est dans un système, mais essayer d'avoir ce pas de recul qui fait qu'ok, il y a une tendance, il y a une société, on est obligé, plus ou moins contraint de suivre quelque chose, mais au final, coucou Jessica, bienvenue. Mais pour autant, j'ai une seule manière de faire en fait. Et si dans un groupe, je suis la seule à ne pas faire de la même manière, c'est ok aussi en fait. Pourquoi ? Parce que si je me dis oui, je me respecte. Et là encore, si c'est pas moi qui me dis oui à moi-même, personne va venir me dire... si je dis oui alors que je pense non, personne va venir me dire non, non, non. Attends, t'es sûre là que ça correspond bien avec toi ? Non, moi je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ça te fasse du bien d'aller... de continuer la soirée ou d'aller dans le bruit alors que ça te va pas. Non, non, non. Rentre chez toi, ce sera mieux. Attends, je t'appelle un Uber et rentre chez toi, va te reposer. Enfin, je sais pas vous, mais moi en tout cas, personne n'est jamais venu me dire ça. Hein. Donc voilà, c'est là notre degré de responsabilité et c'est à nous là de nous prendre par la main, de nous-mêmes, voilà, le fameux care en fait. Je prends soin de moi en décidant ce qui est le meilleur pour moi et en passant à l'action, en le mettant en pratique pour justement me préserver au maximum. Et me préserver, je mets la nuance, c'est pas se protéger. Hein. C'est pas vous contre l'extérieur parce que vous avez ce trait de caractère qui est peut-être pas dans la norme, ou en tout cas dans la norme que vous connaissez, hein, parce que voilà, et c'est pas vous qui êtes pas normal ou qui dénotez, c'est juste votre besoin sur le moment. Et souvent, quand on prend ce recul-là aussi, regardez, mais souvent, si vous observez, vous allez voir que dans d'autres situations, c'est vous qui étiez, si je reprends l'exemple de la soirée, dans le si, on continue la soirée, on va ailleurs, etc. Et qu'il y a d'autres personnes là qui ont dit non, moi ça va aller, je vais rentrer. Et souvent dans la situation, on se sent un peu mal parce qu'on a peur d'être rejeté ou mis à l'écart, mais au final, on a eu aussi cette dynamique inverse. Donc c'est intéressant d'aller voir que finalement, c'est pas blanc ou noir et c'est pas nous qui nous mettons en marche quand on dit non ou quand on s'écoute. Et c'est là encore de sortir de cette fameuse culture, enfin en tout cas éducation judéo-chrétienne de l'égoïsme. C'est vraiment pas de l'égoïsme, là encore c'est du care, du je prends soin de moi, je prends ma responsabilité et du coup je m'écoute et je réponds à mes besoins. Donc voilà, vraiment mettre votre corps en BFF, en best friend forever, parce que c'est avec lui que vous allez que vous passez déjà le plus de temps dans votre vie, et c'est avec lui qu'on va finir notre vie typiquement. Donc vraiment, mettez de la valeur, estimez-le. Il y a un truc qui peut être sympa à faire, c'est prenez votre chéquier si vous en avez encore un, et prenez un chèque, sur le carnet, ça va pas trop le vider. Prenez un chèque pour justement écrire la valeur que vous donnez à votre corps. Vraiment, en euros, typiquement. C'est voilà. Quelle valeur vous donnez à votre corps? Et dites-moi après en MP ou sous ce live à quelle valeur vous estimez votre corps. 6 valeurs il y a d'ailleurs. Enfin, 6 valeurs chiffrables il y a.
qui est une autre discussion d'ailleurs. Voilà, dites-moi un petit peu, du coup vous me direz si vous avez fait l'exercice, mais je vous invite vraiment à le faire pour le coup. Et en fonction, vous pouvez aussi mettre en objet, en destinataire aussi mon corps ou cher corps. Et pourquoi pas l'encadrer ou le mettre dans un endroit, si vous avez un journal intime ou un endroit précieux pour vous, soit exposé, que vous voyez régulièrement, soit plus intime et vers lequel vous pouvez revenir régulièrement aussi. Je vous invite vraiment à essayer. Voilà, avec grand plaisir Samara. Merci à toutes pour votre présence. Ça me fait très plaisir de partager ce moment avec vous. J'attends vos petits retours avec l'exercice de la valorisation du corps. Et je vous dis à demain pour nos rendez-vous quotidiens. Passez une très belle après-midi et à très vite.